Salut à tous, on se retrouve pour la 6e et dernière partie du supplément Croisade Armageddon qui constitue donc, on va dire, la 4e guerre d'Armageddon. Je vais pas vous résumer parce que vous avez quand même 5 vidéos qui sont déjà sorties pour vous présenter ça, mais en gros, on est sur la phase finale, c'est-à-dire l'assaut final pour refermer la porte des anges. Donc la porte de l'ange rouge, la porte de l'ange rouge, elle se situe sur la Mesa pourpre. C'est une chaîne de montagnes qui est une des plus hautes chaînes de montagnes d'Armageddon et qui est entourée de structures démoniaques, donc de châteaux qui sont apparus avec l'apparition de la faille évidemment, donc des châteaux d'airain, hein, typiquement on en a bien cette image des châteaux de cornes qui protègent en fait les défenseurs, et on a le grand maître Morvan qui décide de mener la pointe de l'attaque. Donc il est équipé cette fois-ci de son armure Némésis, de sa cuirasse Némésis. Il est accompagné de 2 frères de bataille, donc on a 3 cuirassiers Némésis, on a une vingtaine de frères de bataille de la confrérie d'élite, et puis après on a des centaines de soldats des forces de Krieg encore qui sont là pour mener l'assaut. Donc cet assaut il va sortir bien sûr à tout un tas. Alors dès qu'il commence à mettre le pied un petit peu dans cette zone là, on a des bâches qui tombent, et puis on révèle énormément d'emplacements d'armes lourdes. On nous dit qu'on a même mis des sacs de sable pour protéger les coques des blindés chaotiques. Je suis pas sûr qu'un sac de sable fasse quoi que ce soit contre un blindé, mais je ne sais pas, imaginons, peut-être. Mais en tout cas, surtout contre des armes. Enfin, je sais, peut-être. Je vais pas me prononcer. Non, parce que je me disais, un laser, imaginons, oui, mais peut-être qu'en fait, si, parce que tous les petits grains de sable, ça peut diffracter complètement la puissance du laser, et que la meilleure protection, c'est des nuages de sable juste devant. Ok, pourquoi pas. Puis après, je me disais, oui, si c'est des obus, mais si, parce que l'obus va exploser contre le sac de sable et pas contre la coque du blindé. Donc si, ça doit quand même avoir un effet, même au 41e millénaire. En tout cas, cette force-là, qui est présente pour arrêter Morvan, eh bien, elle n'a pas de personnage nommé qui la défende, parce que je sais pas pourquoi, mais Angron n'est plus là. Skrill s'est fait hacher de cornes, et puis on a Askara, donc on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Alors peut-être qu'elle a succombé sur la dernière attaque avec les titans, mais le fait qu'il n'y ait pas eu une petite phrase avec elle cria alors que des rochers lui tombaient sur la tête, ou un truc comme ça, vous voyez, quelque chose qui décrit qu'elle est morte. Souvent quand il y a un personnage qui disparaît, c'est-à-dire explosion, on ne sait pas ce qui s'est passé, souvent c'est un personnage qui va revenir, donc moi je m'attends un peu à ce que ça revienne. Mais si ce n'est pas le cas, et du coup j'aurais bien aimé qu'on ait justement quelque chose d'un petit peu plus épique, parce que c'est quand même elle qui a mené l'insurrection sur Armageddon, c'est quand même grâce à elle qu'il y a eu suffisamment de rage et de carnage pour que Angron justement vienne sur Armageddon. Donc voilà, je pensais qu'elle aurait eu un rôle plus important, mais encore une fois, j'ai pas lu tout ce qui va suivre, donc peut-être, on ne sait jamais. Donc toujours est-il que ce dernier assaut, c'est l'assaut de la dernière bataille. Donc forcément, le grand maître mène la pointe de cet assaut, et cet assaut est assez inarrêtable. Je dis beaucoup de fois assaut, parce que on sent toute l'énergie des forces loyalistes pour libérer la planète. C'est le dernier coup à mettre, c'est la dernière chose qui empêche les défenseurs d'Armageddon de triompher des forces démoniaques, refermer cette cicatrice, sachant que la porte de l'Ange Rouge, elle a été vraiment fragilisée par la destruction de tous les monolithes. Donc les chevaliers gris sont sur le point d'accomplir ce qu'ils voulaient. Et comme ils sont bien sûr équipés de leur cuirasse Némésis, on peut imaginer que ce sont des adversaires extrêmement redoutables, beaucoup plus que simplement un Dreadnought ou ce genre de choses, et qu'on n'a pas d'équivalence, et que le cuirasse Némésis est bien supérieur. Et en face, donc les défenseurs, c'est simplement des mitrailleuses, ou même simplement quelques berserks ou des choses comme ça, beaucoup de renégats aussi. Donc même si les avances sont difficiles, on nous dit que
que c'est très difficile d'avancer et qu'à chaque mètre conquis, chaque zone conquise, eh bien, il y a des centaines de morts. Alors les centaines de morts, c'est vraiment du côté des régiments de gardes impériaux, parce que forcément, les chevaliers gris, je vous rappelle, alors techniquement ils sont 23, parce qu'on a les 3 cuirassiers Némésis et une vingtaine de guerriers d'élite de la 5e. Donc on a 23 chevaliers gris, alors quelques membres quand même des Space Wolf et des Black Templars, bah oui, ils sont là depuis le début, donc voilà. Alors pas de personnages emblématiques, on n'a pas de Grimnar, on n'a pas de Helbrecht, parce qu'ils sont partis chacun d'un côté, mais je pensais qu'ils pourraient se regrouper pour l'assaut final, mais non, ça va être Morvan qui va être là. Morvan, encore une fois, je vous rappelle, c'est un personnage dont moi j'ai jamais entendu parler jusqu'à présent, et qui n'a pas sa figurine. Alors est-ce qu'après du coup vous allez pouvoir faire une figurine de Morvan, ou est-ce que lui aussi va devoir se sacrifier pour accomplir la fermeture de la porte de l'Ange Rouge? Et bah du coup on verra. Pronostic, allez-y, pronostic, on sait jamais. Pronostic, vous mettez en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il va devoir se sacrifier, ou est-ce que vous pensez qu'il va survivre à cette partie? Allez, je vous laisse une seconde. Alors, on a une description justement du haut du sommet de la Mesa Pourpre, parce que bien sûr l'avance est inexorable. Donc le sommet de la Mesa Pourpre faisait plusieurs kilomètres de diamètre, dont la majeure partie était enveloppée de nuages noirs et d'éclairs empyréens. La masse embrasée de la porte de l'Ange Rouge flottait en son sang tel un cœur palpitant, pendant que Morvan, Gorn et Voron repoussaient les démons sous le feu de leur expurgateur et les coups de leur arme Némésis. L'archiviste Torvik emmena 8 paladins pour se rapprocher du portail. Alors pourquoi 8 paladins? Eh bien parce que chacun des paladins tient un morceau de l'épée noire d'Angron. En fait, je pensais qu'il y avait plusieurs artefacts et que l'épée faisait partie de ces artefacts, mais en fait c'est l'épée elle-même qui était répandue en 8 morceaux, et chacun des paladins tient cet artefact-là. Donc ils s'approchent tous de la porte, et en fait ils brandissent un morceau de l'épée et canalisent en fait leur puissance psychique pour essayer d'accomplir le rituel qui va sceller la porte. Ce qui se passe, c'est que bien sûr, pendant ce temps-là, eh bien, on a Morvan qui assure leur défense, on a leur frère en armure Terminator qui essaie aussi justement de les protéger le plus longtemps possible, et puis on a l'archiviste qui commence à entonner eh bien, son sort de bannissement pour que la porte se ferme, et eh bien, l'afflux de la porte s'inverse en fait, c'est-à-dire qu'avant elle expulsait en fait de la rage, de la haine, des courants empyréens, et bien là ça reflue, et en fait on a comme les battements d'un cœur qui sont en train de revenir et qui réaspirent eh bien, toute la rage d'Angron qui était présente sur Armageddon, et à travers ces failles-là et ces lignes empyréennes se retrouvent réaspirées. Et alors que Morvan est en train d'achever encore un démon, eh bien il sent à l'arrière de son crâne une sorte de pression qui est de plus en plus grande et de plus en plus oppressante, alors qu'il est protégé dans sa cuirasse Némésis. Normalement il est censé être protégé des influences du Warp. Eh bien il ressent quand même cette pression énorme, et il a juste le temps de se retourner pour découvrir que malgré les énergies empyréennes qui martelaient sa cuirasse et lacéraient sa conscience, il reconnut l'odeur du démon. Angron était de retour. Bah voilà, il est revenu. Je me disais bien quand même qu'il avait été banni un peu simplement. Mais à l'inverse, on se dit, s'il est banni, si c'est pour qu'il revienne 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, c'est quand même pas fou. Alors après, comme on sait que les démons ils sont bannis et que normalement il y a une sorte de 8, peut-être que c'est 8 jours, 8 heures, 8 minutes, 8 secondes, 8 centièmes, etc. Mais quand même, en tout cas, voilà, c'est le retour d'Angron. Et ouais, bah oui, ça aurait été dommage. Mais là, du coup, je me demande bien comment ils vont se sortir. Donc le retour d'Angron, eh bien, ça va canaliser l'ensemble des combattants du chaos sur l'ensemble d'Armageddon. Et sorte de nulle part, on a évidemment Askara l'ensanglanté qui rallie ses soldats et fait une charge à travers le réseau défensif. On a aussi les World Eaters qui se trouvent galvanisés par le retour de leur primarque et qui montent à bord de leur rhino et sortent d'on ne sait où pour aller attaquer au plus près les défenseurs encore loyaux de l'Imperium. Et on a aussi même les fidèles défenseurs de l'Imperium, donc typiquement les soldats de Krieg qui sont en proie à la rage, la haine, la violence, et en fait malgré les ordres du colonel Cross qui leur dit non mais restez, tenez la ligne, eh bien ils lâchent en fait leurs fusils et ils foncent pour se battre au corps à corps et déchiqueter en fait les odoratoires de Khorne. L'escouade de commandement du coup du colonel se retrouve encerclée et il sort son épée énergétique, réussit à tuer quelques chacals avant de
avant de succomber, mais il succombe sous une avalanche de coups d'armes tronçonneuses. Et voilà, fin du commandement de Krieg, fin sans doute des forces de Krieg encore présentes. Donc il reste que quelques défenseurs des Space Wolf et justement des Black Templars, et il décide de donner le plus de temps possible aux Chevaliers Gris et de laisser les Chevaliers Gris gérer en grande. Donc je vous dis comment c'est. Les Space Wolf et les Black Templars se déployaient pour repousser leurs assauts, laissant les Grey Knights affronter la fureur de l'Ange Rouge. Donc on a alors des renégats du chaos, des militants, des cultistes, et on a en gros, on va aller, les gars, occupez-vous de lui, on va vous protéger. donc voilà. Quand même, il y a un Primarque renégat, ils auraient pu avoir envie de lui faire sa fête, mais non, voilà. Donc après, que va-t-il se passer ? Alors on a quand même un petit passage qui s'appelle Conjuration, dans lequel on nous dit que même si c'est invisible aux yeux des mortels qui ne sont pas réceptifs au Warp, eh bien les Chevaliers Gris, qui eux sont habitués à voir les mouvements du Warp, eh bien ressentent en fait l'afflux inverse, le refluement plutôt des énergies Warp, et qu'en fait ça fait office d'un peu de soupape de sécurité pour eux, parce que leur esprit était sous pression, en train de lutter justement contre les forces de la rage de Khorne et de l'Empyréen qui étaient autour d'eux. Et là, en fait, ils se sentent en fait aller un peu mieux et moins sous pression, étant donné que justement les flux sont enlevés et expurgés justement par cette faille qui est en train d'aspirer les énergies du Warp, alors qu'avant, elle les projetait dans l'univers matériel. Et c'est ce moment où le grand maître Morvan réalise que justement l'ancrage de la réalité est fracturé et que c'est le moment pour faire le grand bannissement. Ah oui, parce qu'en fait, moi je pensais que justement en fait ce qu'il préparait, le bannissement, tout ça, c'était pour refermer en fait cette faille, et que du coup ça avait été plus ou moins le cas, qu'elle était en train de refluer, qu'elle allait disparaître, mais en fait en gros on vient d'apparaître. Et là, ça laisse sous-entendre que justement Morvan savait que ce reflux de cette faille Warp n'était que les prémices du bannissement. Donc il devait se douter sans doute que en gros on allait revenir. Alors toute la suite, c'est le dernier passage, donc c'est de façon narrative. Donc on a Angrand qui émerge du brouillard du portail. Autour de lui, eh bien, il y a des flammes qui lèchent son armure. Son armure est refaite, son corps est refait, et il y a des éclairs en fait qui partent de son corps et qui heurtent le sol violemment. Il regarde et directement, il fixe son regard sur les Grey Knights, parce qu'il sent, avant même de les voir, leur puanteur psychique. Angrand est vraiment très réceptif aux toutes ces énergies psychiques qui le débectent. Et en fait, les Chevaliers Gris, eux, projettent énormément de leur pouvoir psychique. Ils sont au paroxysme de ce qu'ils peuvent faire. Ils sentent aussi, en gros, le rituel, que ce rituel et cette sorcellerie est bientôt arrivé à son point culminant et qu'il faut absolument qu'ils se débarrassent d'eux. Donc, ils voient 8 paladins qui sont à genoux, concentrés pour réciter l'incantation du rituel, et ils sont protégés par des Terminators Chevaliers Gris qui tout autour d'eux ont créé en fait eux aussi un voile psychique qui repousse en fait les démons et qui vaporise les démons qui s'approchent. Bien sûr, ils ont aussi leurs armes Némésis pour se défendre, et en gros, voyant ça, eh bien charge directement le premier Terminator. Sa première hache, son premier coup de hache en fait sectionne en deux très facilement, sans aucune difficulté, l'armure Terminator des Chevaliers Gris, malgré les sauts de protection et malgré la protection maximale que tous les Terminators projettent pour se protéger d'Angrand. Et à la suite d'Angrand, eh bien, on a des démons, des sanguinaires qui commencent à taillader aussi la réalité pour suivre le sillage de l'Ange Rouge et faire aussi leur propre moisson de crâne pour Khorne. Le grand maître Morvan, même s'il est au combat, eh bien, il a un œil toujours sur ce qui se passe et il voit que le rituel est encore en cours. Il voit les 8 paladins qui sont plongés dans cette transe rituelle, et en fait, on voit qu'ils ont complètement abandonné leur sécurité et qu'ils font pleinement confiance à leurs frères pour les protéger. Ils ont les yeux fermés, ils sont dos au combat et ils se concentrent uniquement pour réciter cette incantation. Et il se dit qu'il faut absolument qu'il porte secours aux paladins
paladin parce qu'il voit que Angron a commencé à se faire un chemin sanglant parmi les Terminators. Au moment où il regarde, il y a déjà 6 Terminators qui sont tombés. On se rappelle qu'il y a une vingtaine donc là ça fait qu'il doit rester, vous voyez, il y a 12 Terminators, 8, c'est même un peu moins en fait, hein, parce que techniquement s'ils sont, bon allez, on va dire une vingtaine, vous avez donc les 8 paladins, vous avez les 3 cuirassiers Nemesis, et puis le reste c'est du Terminator. Il y en a déjà 6 qui sont tombés, il reste plus grand monde, donc là Morvan se déchaîne et il se débat avec tous les chacals qui sont à ses pieds, qui viennent l'assiéger, donc il essaie vraiment avec des grands moulinets de se débarrasser le plus possible, et il donne un ordre impératif: désengagement mes frères. Donc il parle aux deux autres cuirassiers, il dit: il faut absolument concentrer nos tirs sur Angron, le rituel doit être accompli. Et on voit que le bouclier qui est projeté par les chevaliers gris, par les Terminators pour protéger justement les paladins, s'effrite à chaque fois qu'un des Terminators tombe, forcément ça fait de la puissance en moins. Donc on nous décrit un petit peu les armures, les cuirasses Nemesis, donc ils sont en train de tirer sur les écarisseurs de cornes avec des Gatling, etc. Enfin tout l'arsenal assez classique, hein. On a l'espadon Nemesis, voilà, la masse Nemesis, toutes les armes justement des cuirasses, et il se projette le plus rapidement possible à la rencontre directe d'Angron. Alors si vous aimez le Pornbolter, vous allez être ravis, on est en plein dedans. Donc Angron enfonce ça et brise Échine, c'est le nom d'une de ses haches, dans le crâne d'un autre Terminator, puis le libère dans un geyser de sang fumant et de cervelle. Il piétina le corps tressaillant et d'un coup brutal transperça le bouclier psychique vacillant et plongea les dents de sa hache dans le haume et le corps du paladin que le Terminator protégeait. Il mugit avec une fureur incandescente quand les dents adamantines mordirent dans les os, les muscles, les organes vitaux. Un grand arc de sang et de viscères s'éleva du corps du Space Marine et grésilla en retombant sur la roche ardente. Et un fragment de la lame noire tomba au sol et les autres fragments commencèrent à vaciller. Et Angron ressentit justement que le rituel était en train de s'affaiblir. Alors qu'il se dirigeait vers le deuxième paladin, il reçoit une pluie de projectiles qui réussissent à traverser son armure et à venir mordre dans sa chair et envoyer quelques viscères psychoplasmiques, donc le corps démoniaque d'Angron, et il se retourne et il voit un trio de cuirassiers Nemesis se diriger vers lui. Donc malgré le déluge de tirs, il projette sa hache et coupe en deux directement un des cuirassiers qui se trouve assez facilement vaincu malgré les protections, malgré les sauts de protection, l'adamantine, etc. C'est coupé en deux. Ensuite, on a le deuxième cuirassier qui va noyer Angron sous un déluge de plasma, de torrents, de flammes, mais le primarque réussit à s'extirper et sentant à peine la douleur, noyé sous la rage et la violence, il va décocher des multiples coups de hache, et ces coups de hache sont pareils en fait. Le cuirassier résiste et réussit à parer. Donc malheureusement, il n'a réussi pas à parer tous les coups, et certains vont traverser justement les protections et atteindre un câble hydraulique qui va déverser un liquide huileux. Donc quand même, l'armure Nemesis, elle a cette petite faiblesse, mais c'est vrai qu'on voit des petits câbles qui dépassent. Il a réussi à les toucher, et donc la cuirasse va perdre de sa stabilité, va s'enfoncer au sol, et c'est le moment où Angron, avec sa queue, va le balayer au sol et l'écraser avec son sabot suffisamment puissamment pour que la céramide se fendit, les os se brisèrent et le sang jaillit. Il ne reste donc plus que le cuirassier Nemesis du grand maître Morvan face à Angron. Alors qu'Angron levait ses armes pour porter le coup final au cuirassier jeté à terre de Vorens, le grand maître Morvan puisa dans ses réserves psychiques et jeta en avant, se leva avec la masse Némésis, nimbée de feu azur, et percuta le flanc d'Angron dans une explosion de force psychique. Le primarque démon tituba et rejeta sa tête en arrière pour pousser un mugissement de douleur. Et on est sur le combat final. Morvan qui essaie de contourner Angron et qui réussit à lui porter des coups avec sa grande satisfaction. Il arrive à voir que ses coups portent et qu'il sent en fait les os craquer, et c'est quelque chose qui le remplit d'une sainte colère, une colère juste
pas cette haine qui émane des guerriers de Khorne, mais celle des guerriers de l'Imperium, fidèles défenseurs du trône d'or, et qui s'opposent justement aux forces démoniaques de Khorne. Et malgré toute cette douleur, malgré le fait que le rituel est en train d'arriver à son paroxysme, et que même si un des fragments est à terre et un des paladins est à terre, eh bien ils vont réussir en fait à sceller dans un dernier mot le dernier rituel, à finir en fait tout simplement le rituel, ce qui va avoir une force qui va attirer en fait à lui encore plus tous les serviteurs de Khorne, donc que ce soit les démons, les renégats ou tous en fait voient bien le sang aussi qui leur est aspiré, le sang qui représente cette vie justement qui est aspirée dans le portail Warp. En gros, malgré tout, même si on voit que sa peau commence à cloquer et que sa présence dans l'univers matériel se fait indésirable et que l'essence matérielle reprend le dessus sur sa force psychique, eh bien il est en train malgré tout de lutter contre Morvan. Il le regarde et Morvan voit dans son regard une détermination à aucune autre pareille. Et en fait, il a Samni Arius, donc qui est une arme. Alors, il faudrait que je relise le lore des World Eaters. Je l'ai pas eu récemment parce que j'ai prévu de faire ça avant. Et en fait, bien, il a fait apparaître cette arme démoniaque et il réussit à transpercer en fait la cuirasse Némésis qui ne résiste pas. Morvan frappa de sa masse, en gros intercepta le coup avec le crochet de sa hache et tordit le bras du cuirassier en arrière dans un long grognement d'effort. Alors c'est dire si les cuirasses Némésis c'est extrêmement résistant parce qu'on se rappelle qu'il peut détruire très facilement des titans, des portes colossales. On a déjà vu faire énormément de choses, des vaisseaux orbitaux. Donc voilà, c'est dire que les cuirasses Némésis c'est quand même costaud. Et le membre fut arraché. Engron frappa à nouveau et enfonça Samni Arius dans le torse du cuirassé. La lame enflammée se fraya un chemin à travers le harnais jusque dans la poitrine de Morvan, qui expira un long cri de douleur. Et dans ce dernier râle, en fait, on voit Morvan qui sait qu'il va disparaître et il sait que la dernière chose qu'il a à faire c'est d'emmener Engron dans le portail parce que le portail est en train de se refermer sur lui-même, la peau d'Engron comme je l'ai dit est en train de cloquer, de se disloquer et lui avec son dernier bras valide il va étreindre Engron et plonger en projetant tout ce qui lui reste de volonté dans le portail et il est aspiré dans le portail donc on nous dit verrouillé dans une violente étreinte, les deux guerriers furent aspirés dans l'abysse alors que les derniers fils de vie s'échappaient du corps de Morvan. Des visions fugaces d'Armageddon envahirent son esprit, des bannières levées arborant l'Aquila, des batailles à venir, des champions qui s'élèvent, des héros assassinés. Ça, c'est intéressant, on se demande ce qu'il peut voir. Sur le point de sombrer dans l'étreinte de la mort, il sentit l'onde de choc empyréenne de la porte de l'Ange Rouge qui s'effondrait derrière lui. Son devoir était terminé et les souffrances d'Armageddon continuaient. Voilà, mais en tout cas il a rempli son office. Donc effectivement voilà, Morvan s'est sacrifié pour mettre fin justement à la porte de l'Ange Rouge qui était en fait une faille qui permettait aux démons d'attaquer Armageddon. Est-ce que Armageddon est sauvé pour l'instant? Pas tout de suite. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui empêche Engron de revenir à la charge encore une fois? C'est pas trop. Après on peut imaginer... Là, ce que ça laisse en fait sous-entendre, c'est que il y a besoin en fait d'une sorte d'énergie psychique présente dans l'espace réel pour que Engron puisse se matérialiser. Donc c'était justement le portail de l'Ange Rouge. Voilà. Alors les 8 fragments de son épée aussi, ça m'interroge un petit peu. Je me dis étonné que les fragments de l'épée aussi, je vous l'ai pas dit, ils ont été aspirés dès que le rituel a été terminé. Les fragments se sont trouvés aspirés et c'est ce qui a mis fin justement au rituel. Est-ce que justement peut-être, moi je serais Engron, j'essaierais de récupérer les fragments de mon arme démoniaque qui ont été perdus et qui sont en train d'être, ça peut être assez intéressant. Là j'ai l'image de Gandalf quand il est en train de tomber et qui rattrape en fait son épée. Là je vois la même chose avec Engron qui est en train de tomber aspiré dans le Warp et qui reprend en fait les morceaux de l'épée, qui les recombine et qui se retrouve avec son arme démon. Peut-être c'est possible, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, donc c'est la fin de ce tome-là. Pour une fois, vous voyez, j'ai été quand même un peu mauvaise langue parce que pour une fois, on a une fin qui est quand même assez avancée. C'est-à-dire que Engron a été banni
pour la deuxième fois, voilà, enfin dans ce livre, hein, parce qu'au total ça commence à faire beaucoup. Les défenseurs d'Armageddon, il ne reste plus grand monde, parce qu'ils ont subi de lourdes pertes. Par contre, en orbite, on a toujours les forces impériales qui prédominent, donc on peut raisonnablement imaginer que les poches de résistance peuvent se faire balayer et que l'Imperium a triomphé. Même si on nous dit Armageddon continue de souffrir. Bah oui, continue de souffrir avec tous les assauts. Donc c'est vraiment une planète maudite. Voilà. Que dire de plus? Bah, c'était distrayant, il s'est passé des choses. Après, très honnêtement, niveau surprise, on est à peu près au niveau 0, non? Je réfléchis, qu'est-ce qui était surprenant? Je ne sais pas, qu'il y ait je sais pas, le retour d'Angron, bon, bah voilà, c'était vu, le sacrifice des personnages qui venaient d'apparaître, des personnages un peu random, comme on dit, qui viennent. Ah tiens, on n'a jamais entendu parler de lui. Ah, un grand maître quand même. Ah oui, le grand maître de la 5e compagnie. Ah oui, bon bah voilà, il va se sacrifier. Après, il a quand même réussi un combat assez sympathique hein, pour pouvoir blesser quand même Angron, ce n'est pas rien. Voilà, alors ce premier bannissement avec les ogives Warp, on peut se dire si c'était si simple, peut-être que ce serait... Alors, c'est des artefacts perdus, mais on peut imaginer que les chevaliers gris, disposant de colossaux moyens de renseignement, pourraient peut-être essayer de retrouver la fabrication ou un stock beaucoup plus grand de ces ogives pour lutter justement contre les primarques démoniaques. En tout cas, ça a coûté la vie à beaucoup de défenseurs de l'Imperium pour, en contrepartie, pas grand-chose. On a Skrill. Bon, après, c'est pareil, hein, il était pas là depuis très longtemps. Donc voilà, écoutez, je sais pas, voilà, c'était distrayant. En tout cas, ça a donné... je trouve que malgré tout, il y a quand même plus la sensation d'une fin. On ferme un chapitre plutôt que dans les autres livres de croisade. Dans tous les autres livres de croisade, j'ai trouvé qu'on était vraiment sûr, on reste sur sa fin, balle au centre, que va-t-il se passer? Là, eh bien, on a au moins un chapitre qui est clos. Et bah voilà, après peut-être le retour des orques évidemment, attirés par le carnage, peut-être un retour de certains défenseurs, voilà. Alors ce qui est vraiment dommage, c'est Grimnar et Elbrecht qui ont un rôle mais tellement accessoire en fait, et j'aurais bien aimé vraiment un combat, mais en fait vous voyez c'est ça le problème, c'est qu'il fallait ce sacrifice, donc il fallait pas que ce soit Grimnar qui aille se battre contre Angron, il fallait forcément que ce soit un autre combattant, et ça c'était très prévisible, voilà. Bon, en tout cas j'espère que vous avez malgré tout passé un beau moment, que ça vous a permis de passer l'aspirateur suffisamment longtemps ou de faire la vaisselle suffisamment longtemps en écoutant cette vidéo, ou que ça vous a endormi, parce que certains me disent qu'ils m'écoutent pour s'endormir. Je sais pas si je dois le prendre comme un compliment ou pas, je ne sais pas. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Cette vidéo était sur Croisade, hop, Croisade, Armageddon, voilà, dernier supplément et dernière avancée du lore en date avec le retour d'Angron. J'aurais quand même aimé autre chose, un autre Primarque par exemple. C'est pas comme si justement on avait eu Fulgrim qui venait de sortir. Ça aurait été bien synchrone d'avoir justement un rôle un peu plus important plutôt qu'Angron qu'on avait déjà eu dans les Arches Fatidiques. Voilà, pour pas beaucoup plus d'infos que ça. Donc voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu ces vidéos. Comme d'habitude, si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à passer un petit coup de Tipeee, à passer un petit coup sur MyWePlay sous le soutien avec tous les liens partenaires. Vous commencez à avoir l'habitude, hein, je vous le dis à chaque vidéo. Faut bien. Allez, gros bisous à tous et à bientôt. Salut, bye.